Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour les 5 raisons qui font de l'Empire contre-attaque le meilleur de tous les films Star Wars, sachant que cette année 2020 est un peu particulière puisque nous fêtons le 40e anniversaire de la sortie de cet épisode 5 qui est devenu plus ou moins la référence absolue des suites au cinéma, et il sortait aux États-Unis le 21 mai 1980, alors qu'en France, c'était le 20 août. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez Star Wars, je pense que vous aimerez ces designs displayed, que ce soit celui-ci, It's a Trap, ou encore celui qui est juste derrière moi, depuis le début de la vidéo. Vous en verrez plein d'autres dans quelques instants, puisque je vais vous montrer toute une collection. En effet, Displayed est le sponsor de cette vidéo, avec ses plaques en métal, aussi légères que solides, et qui s'accrochent très facilement avec un système magnétique qui est fourni avec chacune d'entre elles, sur n'importe quel support, et du coup il n'y a aucun trou à faire, c'est super pratique. Et voici les collections que j'ai créées sur mon profil, sachant qu'il y a plus de 800 000 designs sur des univers variés de pop culture, SF, séries, manga, etc. mais aussi des cartes, des paysages, du sport, des animaux. Le choix est tout simplement immense. Les plaques sont produites à la demande et livrées en quelques jours, sachant que pour chaque plaque commandée, un arbre est planté dans le cadre du programme We Love Trees. Vous trouverez un lien en description de la vidéo pour accéder notamment au modèle que je vous recommande, et vous bénéficierez d'une réduction de 40% sur tous les modèles Star Wars jusqu'à ce dimanche 17 mai, faites vite, avec de nombreuses nouveautés en plus, et vous aurez 25% pour tous les autres modèles. Tous les détails sont en description. Sachez enfin que les displays sont proposés en 3 tailles, en version mat ou brillante. Celles-ci sont taille M et mat. Je trouve qu'elles sont vraiment très classe pour composer sa petite déco personnalisée. Pour introduire les 5 raisons qui font de l'Empire contre-attaque le meilleur des films Star Wars, il faut d'abord évoquer le contexte de sa création, ainsi que revenir sur ceux à qui nous devons cette grande réussite. George Lucas reste évidemment le grand architecte du projet, qu'il a supervisé durant toutes les étapes de sa création. Pourtant, le surmenage lié au tournage du premier Star Wars amène Lucas à enfin déléguer un peu. La réalisation d'abord est confiée à Irving Kershner, qui avait été un de ses professeurs, le professeur de George Lucas, à l'université de cinéma de Californie du Sud. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'approche choisie par Kershner sera fondamentale en focalisant cette suite sur les personnages, leurs motivations et leurs interactions. Même si la romancière Leigh Brackett est créditée au scénario durant le générique de l'Empire contre-attaque, eh bien son décès prématuré survenu en 1978 n'a pas permis à la version qu'elle avait proposée de dépasser le stade de la première ébauche. Suite à cela, George Lucas décide de faire appel à Lawrence Kasdan, dont il connaît déjà le travail au travers du scénario des Aventuriers de l'Arche perdue, et oui, rien que ça. C'est un film d'ailleurs dont Lucas et Spielberg ont eu l'idée alors qu'ils étaient tous les deux à Hawaï, comme quoi les cocktails et les chemises à fleurs, ça peut aussi réussir à la créativité. Faut que j'y pense. Comme vous vous en doutez, très certainement, George Lucas reste très impliqué dans l'écriture, et c'est notamment à lui qu'on doit la décision, la révélation concernant Darth Vader. Et du côté du montage, on retrouve Paul Hirsch qui avait déjà accompli avec 2 comparses un travail phénoménal sur Un Nouvel Espoir, le premier Star Wars, sachant que celui-ci souffrait à l'origine de quelques scènes inutiles, d'une certaine lourdeur, il manquait de fluidité dans l'enchaînement du récit. Venons-en enfin à la première raison qui explique l'incroyable succès de l'Empire contre-attaque, et cette première raison, c'est tout simplement Darth Vader, Dark Vador en version française, si vous préférez. Alors oui, c'est vrai, je vous le concède, il impressionne déjà Darth Vader dans la Guerre des Étoiles, ou Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, si vous préférez, puisque c'est lui qui va lancer l'action en arraisonnant dès le début le vaisseau de Leia, et ensuite, vers la fin, il va prendre son vaisseau directement pour participer à la bataille de Yavin. Mais pourtant, tout au long de l'Empire contre-attaque, c'est le Seigneur Vader qui mène la danse, et la plupart des actions des héros ne sont que des réactions face à la menace écrasante du second de l'Empereur. Sa présence se fait terrifiante au sein de ses propres troupes, alors que chaque erreur, ou presque, se conclut par un officier supérieur étranglé par la force. L'importance du site est telle que John Williams compose alors la Marche impériale, qui deviendra l'un des, sinon le thème le plus célèbre du cinéma mondial. Et on remarque aussi que contrairement à la plupart des autres films de la saga, le final n'est pas marqué par une vaste bataille, et c'est un choix qui correspond bien à l'ambiance globale de ce film, à la focale choisie, qui se concentre plutôt sur l'individu ou les relations interpersonnelles. De fait, c'est sur Darth Vader que repose la responsabilité du spectacle final, alors qu'il affronte Luke Skywalker dans le premier duel impressionnant de la saga.
En effet, celui entre Obi-Wan et Vader tourne court dans Un Nouvel Espoir, et c'est dans l'Empire contre-attaque qu'on découvre comment se battent ceux qui maîtrisent la Force. L'Empereur, de son côté, ne fait qu'une apparition holographique, et de tout le film, c'est Darth Vader qui incarne la menace indispensable à tout le reste de la mécanique narrative et émotionnelle. La deuxième raison qui explique le génie de cet Empire contre-attaque, eh bien, elle découle quasiment directement de la première. Il s'agit de héros qui perdent et qui sont généralement en train de fuir. Après la victoire inespérée, triomphale, marquée par l'explosion de la première étoile de la mort, la décision de venir souligner les difficultés rencontrées par la résistance peut sembler évidente, mais c'est là que se situe la véritable bonne idée. En effet, l'Empire reste incomparablement plus puissant que l'Alliance rebelle, et plutôt que de nous l'expliquer, le film nous le montre. Même enfouie dans les profondeurs glacées de Hoth, la base rebelle est découverte par une sonde parmi les milliers déployés par l'Empire dans la galaxie. De ce point de vue, les mésaventures de Luke avec le monstre des neiges paraissent presque hors de propos, elles sont juste un prétexte pour l'apparition du fantôme de force d'Obi-Wan alors que Luke est aux portes de la mort. Et dès que la base est repérée, tout s'accélère puisque la vitesse de déplacement des vaisseaux rend ce vaste univers bien trop petit. Malgré un baroud d'honneur et l'excitante bataille que mène l'escadron de Luke contre les AT-AT, c'est la queue entre les jambes que tous doivent fuir face à la puissance de feu sans commune mesure de la machine impériale. Et même sur les enjeux relatifs à la Force, la quête personnelle de Luke résonne également comme un semi-échec. Yoda semble sans cesse déçu par son élève et Luke décide de ne pas écouter les mises en garde pour voler au secours de ses amis alors qu'il n'a pas terminé sa formation. On peut dire que Luke tombe directement dans le piège qui lui est tendu et ce n'est pas lui qui sauve qui que ce soit, mais bien le revirement de Lando Calrissian. Pire, Luke finit vaincu et mutilé et ce n'est que par une chance miraculeuse qu'il survit à sa chute jusqu'à ce que son appel de force soit entendu par Leia. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, de nombreux films ont cherché plus ou moins à copier cette recette, mais ils ont souvent confondu difficultés rencontrées par les héros et tonalités sombres et désespérées. En effet, même si la conclusion de l'Empire contre-attaque est loin d'être joyeuse, le film ne manque pas de moments d'humour et de légèreté. Par exemple, alors même qu'Han Solo vient d'être torturé, l'ambiance en cellule reste presque à la déconne. Un échec devient même une source de comique de répétition avec les 3 tentatives ratées de saut en hyperespace à bord du Faucon Millenium. La troisième raison de la domination de cet épisode 5 sur tout le reste de la galaxie réside notamment dans la décision de son réalisateur, Irving Kershner, d'en faire d'abord une histoire de passions humaines et seulement ensuite un space opéra. Et pourtant, même s'il est facile de s'en féliciter a posteriori, encore une fois, cette approche n'était pas sans risque puisqu'elle demandait du temps. Et du coup, George Lucas a dû y aller de ses deniers personnels pour garantir le film en quelque sorte et faire profil bas auprès de la Fox du fait des dépassements budgétaires. En effet, Kershner souhaitait laisser de la place à l'improvisation et à l'expérimentation. De fait, de nombreux dialogues essentiels du script ont abouti à des résultats différents et meilleurs en cours de tournage. L'exemple le plus célèbre reste la réplique d'Han Solo qui répond « I know », je sais, à une Leia qui vient de lui avouer son amour. Initialement, Han Solo devait répondre « I love you too », mais personne n'était convaincu de la scène dans l'équipe, jusqu'à ce qu'Harrison Ford, encouragé par le réalisateur à jouer la scène comme il la sentait, n'improvise cette réplique qui résume à elle seule toute la personnalité et le charme taquin de Solo. Plutôt que de se lancer dans un interminable sprint, une course au MacGuffin, ces éléments inventés par le scénario pour justifier l'action, l'Empire contre-attaque s'appuie exclusivement sur les motivations profondes des personnages et une suite de décisions cohérentes de leur part pour tenter de rester en vie tout simplement ou de se sauver les uns les autres. Enfin, le film prend le temps de poser certaines scènes pour laisser la relation de Leia et Solo se développer naturellement ou encore pour permettre au doute intérieur de Luke de s'exprimer. La quatrième raison de l'empreinte durable que cette suite a su laisser dans nos esprits, eh bien on la trouve dans des séquences à dimension humaine qui se déroulent dans des décors, des environnements parfaitement typés et très mémorables. En effet, quand on y réfléchit, on a relativement peu de lieux dans le film, mais ils sont tous marquants. D'abord, on a la planète Hoth. Le tournage en Norvège tourne vite au cauchemar du fait de conditions climatiques particulièrement rudes, mais l'effet sur le spectateur est exceptionnel. La rudesse de ces conditions vient parfaitement souligner la situation désespérée des rebelles, et les troupes en costume de camouflage paraissent bien démunies face à l'inexorable avancée des AT-AT, dont les pieds géants ne sauraient mieux symboliser la marche impériale. Dans une ambiance très différente, mais tout aussi anxiogène, la planète Dagobah est le résultat de l'acharnement des équipes dans un tournage particulièrement éprouvant. Le plateau est noyé sous 1 mètre d'eau, il y a des reptiles partout, l'humidité met les techniciens et le matériel en péril, le réalisateur finit par devoir porter un masque à gaz et Mark Hamill n'est pas loin de craquer.
Son seul partenaire est une marionnette animée par 3 marionnettistes et surtout Frank Oz qui passe des heures recroquevillé sous le plateau. Et pourtant le résultat est bien là, les images du marécage étouffant à la végétation épaisse nous reviennent facilement. Il en va de même de la Cité des Nuages dont la situation, visuellement évocatrice, est parfaite pour venir souligner le sentiment de piège qui se referme sur les protagonistes. La 5e raison pour laquelle l'Empire contre-attaque reste gravé dans nos cœurs réside dans sa capacité à nous surprendre, à nous émerveiller, mais aussi à miser sur la confiance du public. Entre surprise et émerveillement, on trouve la fameuse séquence du ver géant dans lequel Han Solo a caché le Faucon Millenium sans le vouloir, et la révélation de ce ver gigantesque marque énormément le public, notamment les enfants. On y trouve l'écho de contes populaires, comme le passage de Pinocchio dans le ventre de la baleine. Et c'est vrai, on n'a aucune explication sur la façon dont un tel animal pourrait subsister sur un astéroïde, et on s'en fiche. C'est tellement génial et merveilleux qu'on ne se pose pas de questions. À l'époque en tout cas, ça ne gênait personne. Peut-être qu'Internet et les réseaux verraient la scène différemment si le film sortait aujourd'hui. Toujours entre surprise et merveilleux, on a l'introduction d'un personnage totalement mythique, Maître Yoda. Dès le concept initial, il est envisagé comme étant d'inspiration presque féerique, ce qui ne fait que souligner davantage que Star Wars reste au moins autant de la fantasy que de la science-fiction. L'effet de Yoda est double, de petit personnage amusant et attachant, il se révèle ensuite comme le maître Jedi recherché par Luke, et c'est avec lui qu'on en apprend enfin davantage sur la Force, et qu'on la voit en action avec une puissance jamais exprimée auparavant. Un tel mélange entre personnage clownesque et maître de sagesse est presque inédit, et d'une certaine façon, on peut dire que Maître Yoda va créer son propre archétype qu'on a souvent essayé de copier depuis mais qu'on n'a jamais égalé. Non, je suis ton père. La puissance ultime de l'Empire contre-attaque réside évidemment dans la fameuse révélation, celle que les interprètes eux-mêmes ignoraient. David Prowse, qui incarne physiquement Darth Vader, avait été repéré par George Lucas comme l'une des principales sources de fuite sur le scénario. Il a donc découvert la ligne véritable, interprétée par James Earl Jones, en voyant le film pour la première fois. Enfin, ce long métrage fait confiance à son public, il n'a pas besoin de tout expliquer, il peut laisser le doute planer sur l'affirmation de Darth Vader, et même prendre le luxe de laisser ses héros dans des situations incertaines, voire catastrophiques pour Han Solo, qui, par bien des aspects, tient pourtant ici le premier rôle du film. Le public sait qu'il devra patienter, mais il sait aussi que les réponses arriveront, et que le plaisir n'en sera que plus grand. De mon point de vue, ce sont tous ces ingrédients qui font de l'Empire contre-attaque le plus réussi de tous les Star Wars, mais cela n'enlève en rien aux qualités des autres opus de la saga, et je serais assez curieux de lire vos avis sur la question en commentaire. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par les fameuses plaques Displate, eh bien vous retrouverez un lien en description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!